Madame Pell, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour à tous et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Alors au programme de ce jour, un épisode spécial Noël pour célébrer ensemble cette fête propice aux cadavres sous le sapin, aux guillotines, aux opérations chirurgicales, aux chasses à l'homme hivernales ou aux duels de pistolets sur les quais d'une gare. Eh oui, les traditions festives du monde de Chapeau melon ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Noël, ma chère, la dinde, le pudding, merveilleuse époque de l'année pour renouer de vieilles amitiés. Et pour en faire de nouvelles. Chapeau melon et Noël, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, Eric ? Ça m'évoque plein de souvenirs parce que les épisodes de la saison 6 en 1969 et 1970, j'avais vu trop d'indices et clowneries en épisodes de Noël, qui n'ont rien à voir avec Noël, bien entendu. Après, c'est la découverte en premier de Fête de beaux rêves. Je trouve un présent adressé à mon nom. J'ouvre le paquet. Invariablement, dans la boîte, je trouve ma photographie. Et toujours, à la fin du rêve, je suis devant le Père Noël qui s'avère être particulièrement antipathique. Oh, c'est une simple réminiscence de votre enfance, certainement datant de l'époque où vous avez découvert que le Père Noël n'existait pas. Mais il y avait déjà eu des épisodes de Noël, puisqu'on peut considérer Bal costumé, saison 3, Catherine Gale, comme un épisode de Noël. Et puis, bien sûr, Noël en février avait des parfums de Noël également, même si ça se passe en février. Bal costumé, je précise, en fait, commence à Noël et se termine le jour de l'an. Bon, évidemment, l'épisode de Noël, de tous les épisodes de Noël, c'est Fête de beaux rêves, hein, bien sûr. C'est toujours un bonheur de le revoir. C'est un grand épisode. Hein. Il y a un truc qui distingue cet épisode quand même de beaucoup d'autres, mais il passe la barrière du fantastique, en fait. Parce que pour autant qu'on sache la manière dont procède ce groupe d'espions, personne n'est capable de faire ça, même aujourd'hui, hein, je pense. La télépathie ici est considérée comme existante. Ça fait partie de ces épisodes qui dépassent un peu, un petit peu comme Warlock en fait. Hein. On est un peu dans le même principe que Warlock, où finalement le pouvoir de ce sorcier avait l'air d'être assez puissant pour le tuer d'ailleurs lui-même. Oui, cet épisode est vraiment détonnant dans son atmosphère. Alors, il est tourné en fait au tout début de la saison 4, avant les cybernautes, mais il a été diffusé. Quand j'ai découvert la saison 4, je l'ai découverte dans l'ordre de diffusion. Et en fait, Fête de beaux rêves est décalé en fait au milieu de la série. Et donc, c'est le 14e ou le 15e épisode de la saison 4. Après Un style de trop, après La mangeuse d'hommes, qui sont des épisodes très lumineux, beaucoup plus lumière réaliste, beaucoup moins studio. Avec beaucoup plus d'extérieur en fait. Ouais. Et donc se prendre Fête de beaux rêves au milieu de ça, moi j'avoue que ça avait été un petit choc visuel quand même. J'avais vraiment l'impression d'une parenthèse au milieu de cette saison qui était partie dans une direction un petit peu différente. Oui, moi j'ai toujours trouvé, c'est une parenthèse là, mais l'ordre de diffusion de la saison 4, tout comme de la saison 6, très mauvais parce que il ne respecte rien finalement cet ordre de diffusion, à commencer par l'évolution du personnage de Madame Pell en fait. C'est vrai que la saison 4 est très discontinue. Là où la 5 sera un peu plus cohérente. Il y a moins de désordre en saison 5. Oui, oui, tout à fait. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler de Noël et The Avengers. Et avant de revenir sur Fête de beaux rêves, j'aurais voulu qu'on fasse un petit point sur la production et Noël, comment ABC Productions a donc utilisé la série The Avengers pour accompagner les fêtes de Noël. Oh ben ils y pensaient souvent parce qu'il y a pas mal de photographies de Patrick Macnee et Honor Blackman. Donc déjà dès la saison 2, il y en a où ils sont déguisés en Père Noël, où ils sont au pied du sapin en train d'ouvrir des cadeaux. Il faut pas oublier que la toute première séance de photos de Diana Rigg dans un bar à vin anglais où elle était présentée à la presse, on connaît par cœur ces photos. Ils ont fait aussi les photos où Steve et Emma s'embrassent sous le ou le gui, je sais plus. Oui. Mais il y a eu pas mal de promos et Linda Thorson aussi est allée faire de la promo. J'adore cette vidéo, on vous la partagera sur le groupe si vous la connaissez pas, mais il y a le concours de cartes de vœux à Elstree. Christmas, for some people, is an all-the-year-round affair. Making Christmas cards, for instance, is no last-minute process. And Avengers girl Linda Thorson added glamour to an occasion where celebrities like Bruce Forsyth dropped in to congratulate the young artists who were raising money for charity.
The Avengers Girl Linda Thorson apparaît avec cette mini robe verte au milieu d'un groupe de bourgeoises qui font très années 50 et ça fait vraiment un choc. Là où il y a aussi les très belles photos de Diana Rigg en train de prise dans la neige, ça c'est dans les allées d'Elstree autour des studios où elle porte un pull vert et surtout le même fuseau que dans Fête de Borel. Donc on peut supposer, de toute façon c'est pendant les 5 premiers épisodes qu'ils ont fait ces photos. En fait, la télévision accompagnait, puisque ça se déroulait sur une saison, d'ailleurs le nom est resté, comme tu le disais, pour désigner un groupe d'épisodes. Et donc on accompagnait comme ça le planning des spectateurs. Donc c'était tout à fait commun en fait d'avoir des feuilletons et qui intégraient Noël et d'autres événements. Bien sûr, et les sitcoms américaines le faisaient toutes, mais par exemple, il y a eu plusieurs épisodes de Ma sorcière bien-aimée spécial Noël, évidemment, même d'anciennes sitcoms comme I Love Lucy, et certains épisodes de séries le faisaient aussi. Ça, je sais, je pourrais pas dire, hein. Alors moi je sais que Doctor Who le fait, ça va devenir une tradition. D'ailleurs même dans les saisons récentes de Doctor Who, il y a de temps en temps un épisode hors saison qui est l'épisode spécial Noël. C'est devenu un standard, en fait, de faire ça. Et même aujourd'hui encore, je pense qu'ils le font Ah oui, 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 je régulièrement, pense, ouais. avec les séries du type NCIS. Je suis pas vraiment ces séries, mais oui, bien sûr qu'il y a des épisodes où ils travaillent le soir de Noël, ça c'est évident. Les Buffy aussi. Les Buffy ont un épisode Halloween, un Oui, oui. épisode Noël, donc Alors, qu'est-ce que vous en dites? Le décor n'est pas léger, mais le tout est de s'y acclimater. Monsieur Storey me semble être l'homme d'une seule idée. Il est obsédé, en effet, par l'œuvre de Dickens. Il essaie de recréer l'atmosphère de ses livres. Cette installation ferait la joie d'un antiquaire. Vous savez, moi je me vois assez bien dans un lit comme celui-ci. Eh bien, moi aussi. Je pense, voyez-vous, que ce lit moelleux est le lieu rêvé pour de magnifiques cauchemars. on va revenir un petit peu plus longuement sur Fête de Beaux Rêves, mais si jamais vous ne le savez pas, on a quelque chose à vous dire quand même déjà sur cet épisode, c'est qu'il a fait l'objet d'un ASD. On avait sorti le 25 décembre 2021. Donc, si vous ne le savez pas, vous pouvez aller tout de suite le regarder. Vous allez déjà apprendre des tas de choses. L'intention du scénario de Tony Williamson est claire. L'objectif est d'entrer dans l'esprit et donc dans l'intimité du personnage de Steed. L'épisode avait bien marché. Il a fait 1747 vues. Quand on est confronté à Fête de Beaux Rêves, on va tout de suite y venir, mais il y a tellement de pistes, de portes. C'est un épisode qui est très très riche. Donc nous, on avait fait le choix de traiter l'intimité de Steed, comment elle était traitée, la privacy de Steed, et comment Roy Ward Baker avait traité la scène des miroirs, qui est le combat final de l'épisode. Donc vous allez voir, l'épisode est très porté sur cette séquence. On a été un petit peu frustré au moment de faire Fête de Beaux Rêves parce que il a fallu laisser des tas de choses de côté, des tas de séquences qui étaient tout aussi intéressantes à analyser. Moi, je pense à la séquence mentaliste avec les cartes qui est très intéressante parce qu'elle se resserre petit à petit sur les personnages. Donc il y a quelque chose de très claustrophobique, je trouve, dans cette scène. Vous ne contrôlez pas suffisamment vos pensées. Chassez de votre esprit toute autre chose que la carte. Et puis, bah, nous, on va ouvrir quelques autres portes pour discuter avec vous de ce spécial Noël. Est-ce que tu veux, Antoine, qu'on parle tout de suite du script original ou on se garde ça pour après? On peut en parler tout de suite parce que pour le coup, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans le ASD. Il faut savoir que le script de Tony Williamson, alors peut-être que tu veux nous dire deux mots sur Tony Williamson, Eric. Il a fait Cœur à cœur, il a fait La Dynamo vivante, il a fait également Le Visage. Oui, le visage. Ah oui, alors moi, ça c'est un truc. Entre Fête de Beaux Rêves et Le Visage, il y a un énorme pont entre les deux qui concerne effectivement John Steed. Je ne sais pas si ça t'a déjà frappé toi, qu'en fait c'était pratiquement le même épisode. Dans les deux cas, Steed est la cible et son esprit est le but convoité. Donc Fête de Beaux Rêves et Le Visage sont deux épisodes donc, du même auteur et qui est vraiment sur la même piste, y compris dans le traitement du comportement d'Emma avec Steed et du Tara avec Steed, c'est pareil. Mais revenons au cœur de l'épisode. Donc Tony Williamson a écrit un script pour Too Many Christmas Tree, un script dont nous avons une des premières ébauches. Oui, c'est probablement la première ébauche, je pense vraiment. On a du mal à imaginer à quel point elle a été transformée, c'est-à-dire ce qui est très courant dans le milieu de la télévision, on fournit un premier draft et ce draft a vraiment très modifié. Je pense que la chaîne a dû demander beaucoup de modifications, probablement peut-être pour l'embarquer davantage sur la piste de Noël d'ailleurs. Oui, le script est très surprenant. Déjà la scène d'ouverture n'a absolument rien à voir. Enfin, c'est le même sujet,
mais ça se passe pas du tout de la même manière. Alors cette scène d'ouverture, on est au Parlement anglais et on suit donc Freddie Marshall, qui est le premier mort en fait qui lance cette histoire. Et on le voit avoir son attaque pendant qu'il est en train de donner un discours, je crois. Une introduction qui est très proche de celle des Aigles en fait, hein, avec comme ça un homme qui s'effondre devant une assemblée. Et ensuite, on retombe sur le cauchemar de Steed. Donc en fait, ils ont choisi d'éliminer cette première scène d'introduction. Et pour moi, c'était une très bonne idée en fait, parce que bon, déjà d'un point de vue logistique, ça rajoutait un décor, ça rajoutait des figurants. Et puis, en même temps, la scène en elle-même révélait tous les personnages des méchants. Oui. Ils étaient tous les quatre en train de fixer une photo de Marshall dans une salle de projection. La photo était projetée sur un écran. Donc, c'est pas du tout la même mise en scène, mais les personnages nous sont tout de suite révélés. Ce qui est un petit peu dommage si on y réfléchit bien quand même. Oui, alors qu'une partie de Fête de Borève joue aussi sur ce whodunit dans le château de qui est vraiment impliqué, qui ne l'est pas. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'en plus, on s'intéresse à tous les personnages, ça va, ça vient. On voit qu'il y en a qui sont méchants très clairement, rapidement, mais d'autres qui sont entre les deux. Mais on ne voit pas du tout l'implication de Brandon Storey à aucun Non. moment, hein. Même Mais d'ailleurs, je pense que ce côté un peu trouble de est-ce que le personnage est impliqué ou pas traduit les multiples réécritures autour du script, puisque certains personnages gentils deviennent méchants et inversement dans le script original. Et moi, ça a été, c'est en fait, pour moi, c'est le petit angle mort de Fête de Borève, c'est le personnage de Félix Tessel, qui est donc le psychanalyste, qui est en plus assez génial. Alors, en plus, il est interprété par un acteur qu'on a beaucoup vu dans les Avengers, qu'on reverra encore. Edwin Richfield, on l'a vu dans les saisons Blackman, je pense même dans la première saison. Il est dans Tueur à gages, il est dans La Trapéziste, Et on va le retrouver, bien sûr. La chasse au trésor, ouais. Exact. Moi, je pensais pas à la chasse au trésor. On va le retrouver en méchant encore dans un épisode culte. Miroir. Voilà, miroir, oui. Monsieur Tessel, docteur Félix Tessel, très heureux. Madame, j'ai lu certains de vos articles sur la psychanalyse, ils sont excellents pour le grand public. J'en déduis que vous êtes psychanalyste, docteur. Oui, c'est exact. Dans le script original, c'est clairement le méchant, voire une des têtes pensantes de cette bande de méchants. Là où l'épisode bégaye un peu plus sur qui est vraiment Félix Tessel, lorsqu'il apparaît, on a clairement l'impression que bah, c'est un méchant. Il a cette bagarre dans le hall des Grandes Espérances avec Mrs. Peel. Mais ensuite, quand Mrs. Peel retrouve Steed, on apprend que c'est un allié de Steed qui travaille pour le ministère de la Défense. C'était l'idée de Tessel. Le docteur? Service de sécurité de l'espionnage, section psychiatrique. Où est-il, ce cher ami, maintenant? Je l'ai assommé, John. Ah, que va dire le ministère de la guerre? Et d'ailleurs, quand le personnage apparaît, je sais pas si tu te souviens, c'est quand tu as Brandon Storey qui joue avec ce coupe-cigare guillotine. Ni Emma ni Steed ne tiltent en fait devant l'arrivée de ce personnage. Donc, si Steed le connaissait, enfin, il aurait forcément un mouvement quelconque. Et c'est vrai que ça fait une surprise hein, dans la scène de l'épisode quand il sort un flingue pour menacer Emma. Bon, alors toi, tu trouves que ça tient pas trop la route, cette histoire de Félix Tessel, à quoi ça sert de la retenir Ce revirement de Félix Tessel traduit peut-être un deuxième problème de Too Many Christmas Trees, c'est qu'il y a too many villains, en fait. Il y en a peut-être un peu trop. Et donc, du coup, ils sont peut-être pas tous très bien développés. Il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, le majordome et Oui, celui qui est un peu plus aristocrate. Je trouve que physiquement, ils sont très proches l'un de l'autre. oui, c'est vrai. Et Oui. puis, Janice est un peu trop en retrait aussi, je dirais. Oui, alors là aussi, il y a une explication. Janice n'était pas supposée être en retrait comme ça, puisqu'elle était visible dès le début, hein, elle n'arrivait pas au milieu de l'épisode. Et puis surtout, on va révéler la cerise sur le gâteau de Noël, c'est que le combat final dans la galerie des glaces devait opposer Mrs. Peel à Janice, bien sûr. De la même manière que Steed était opposé à Tissel, justement, au docteur Tissel. On peut imaginer qu'il y a eu vraiment des réécritures pour plusieurs raisons. Déjà, s'ils ont supprimé le fait que Tissel soit un méchant qui devient un allié, donc il fallait changer, mais le fait qu'ils en avaient peut-être, ils disaient c'est pas possible, on peut pas encore faire un combat de femmes, ils n'arrêtaient pas en fait.
Dans le premier épisode tourné par Diana Rigg, c'est Cœur à cœur, on a un énorme catfight au final. Dans Les Aigles, idem, ça termine par une grosse catfight. Ensuite, dans Les Cybernautes, on a aussi une catfight. Et là, ça a recommencé, ça fait vraiment pratiquement dans tous les épisodes de ce début de saison, les filles qui se foutent sur la gueule à la fin. Et va savoir quelle était la première version du combat final de Dawn of No Return aussi. Est-ce que vraiment le premier combat ressemblait-il à ça? On ne sait pas du tout. Est-ce qu'il y avait une catfight justement? C'est impossible à dire, il n'y a pas de photos, en tout cas, il n'y a pas de documents qui nous permettent de le penser. Et donc, effectivement, voilà, ça faisait beaucoup de différences. Et oui, de fait, du coup, Janice, qui est un personnage assez fort, mais apparaît un peu en retrait parce qu'en plus, on lui règle même pas son compte à la fin, hein. Elle passe pour une quantité négligeable, finalement. Janine Crane, en tout cas, est impliquée dans l'affaire. Je l'ai vue entièrement nue, elle avait une écharde dans le pied. Comment? Enfin oui, dans mon rêve. Mais ce qui est très réussi malgré tout, et ce qui fait que le surplus de méchants ne pose pas de problème, c'est qu'il y a un antagoniste principal, c'est ce fameux Père Noël. Ce Père Noël monstrueux, cauchemardesque, qui apparaît comme une créature surnaturelle en fait. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand le Père Noël apparaît, c'est comme si le Père Noël était passé. Alors, on est en plus dans la salle des miroirs, donc on est passé de l'autre côté des miroirs, dans la tête de Steed, dans les rêves de Steed. Parce qu'ils se battent concrètement contre des méchants très concrets, mais l'apparition du Père Noël, ça, c'est une vraie C'est surprise, je trouve. fantasmagorique, oui. Mm. Et je pense que ce qui fait peur aussi avec ce Père Noël un peu monstrueux, c'est que Père Noël est pour autant d'habitude une figure assez rassurante. Donc là, la subvertir, Oui, un truc dont on peut parler, c'est que tout ça venait de ce brave Dickens. cette idée d'introduire de l'horrifique dans les histoires de Noël, c'est quelque chose qui effectivement vient de Dickens et de Christmas Carol, donc de 1843, puisque dans cette histoire de Noël, nous avons un fantôme de Noël qui vient terroriser le pauvre Scrooge. Qui est d'ailleurs incarné dans l'épisode, il est incarné par le pauvre Jérémie qui va mourir. Et ben oui, il apparaît, c'est lui qui joue le rôle du fantôme qui vient hanter Scrooge. C'est Dickens qui donne un peu le là. Alors, bien sûr, la période de Noël a toujours été une période un peu propice à tout ce qui était fantastique, peur, parce que c'est la période de l'année où il y a le plus de nuits et où le jour est de plus en plus réduit. Donc, ça a toujours été un moment un peu charnière pour les histoires qui font peur. Mais le fait d'associer ça aux décorations de Noël, aux décors de Noël, c'est vraiment quelque chose qui vient avec Dickens et ça va donner tout un genre, le holiday horror qui va avoir une grande postérité. Avant Chapeau melon, on a des comics. Moi, j'avais noté Le Coffre de l'horreur. On a des films, la suite de La Féline, Dead of Night. Et puis après, bon, il y aura des tas de choses où, avec des Pères Noël plus ou moins méchants ou des créatures qui viennent à Noël. Bon, je pense aux Gremlins aussi qui un peu plus tard va avoir. Enfin voilà, ça va créer toute une tradition. Et c'est vrai que Chapeau melon se passe à un moment où cette figure commence à prendre vraiment de l'intérêt et c'est marrant parce qu'à chaque fois que Chapeau melon touche à Noël, en fait, il est là pour faire un peu peur, quoi, pour rajouter du macabre dans la chaleur de Noël. Parce que Noël en février sera aussi un épisode glacial. Ah oui, vraiment glacial. Mais je pense que de toute façon, chaque série développe les fêtes de Noël avec son propre style. Oui, mais on aurait pu imaginer un épisode de Noël Chapeau melon très Capra ou très Billy Wilder, Ah, avec pourquoi beaucoup de pas. comédie, etc. Ça aurait été une autre voie possible aussi. Or, à chaque fois qu'il tape dans Noël, c'est glauque, quoi. Et puis même dans Bal costumé, c'est la Troisième Guerre mondiale qui est déclarée le soir de Noël et Steed doit quitter son appartement pour avoir une alerte nucléaire, quoi. Donc, à chaque fois, c'est pas joyeux Noël, hein. I hear you missed a very good party, you know. Why, weren't you here? No, I had to leave in the middle of it, unfortunately. What, leave your guest? Straight so. Must have been something pretty important. It was. The Third World War broke out. C'est pas un épisode au final très comédie d'ailleurs. Il a au début un côté comédie romantique, c'est Steed et Mrs. Steele qui partent en week-end de Noël, voilà, en goguette, très bien. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est très sympathique et puis petit à petit ça se dégrade. On se pose tout le temps la question, mais quelle est la relation entre Steed et Emma? Et donc, a fortiori au début de leur saison, parce que là on est vraiment, c'est le 5e épisode tourné. Leurs rapports sont pas clairs depuis le début, mais elle est encore un peu
dans le moule de Catherine Gale, si on réfléchit bien, hein, dans les premiers. Là, elle en sort de plus en plus, vraiment. Elle est très, très maternelle avec Steed. Ça nous rend ce couple d'autant plus mystérieux, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont peut-être à deux doigts d'être ensemble, va savoir. J'ai décidé de vous gâter. Caviar, caille rôti, des asperges, votre fromage favori. Nous ouvrirons même une bouteille de champagne. Et en fait, en réalité, en plein milieu de l'épisode, dans le scène du premier verre servi aux invités après leur arrivée, on a une scène qui nous répond sur toutes ces questions. C'est Steed qui va draguer devant Madame Pell une jeune femme blonde. Et d'ailleurs, plus tard, dans la fameuse scène avec le jeu de cartes de Janice, on va comprendre que dans le petit carnet que cette jeune femme tend pour l'expérience, il y a le numéro de téléphone de John Steed. Un agenda. C'est exact. Et que contient-il? Un numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, Monsieur Steed. À chaque fois, on a une double take avec Emma qui réagit en levant les yeux au ciel, mais avec un petit sourire, elle n'est pas jalouse. Donc, vraiment, c'est des copains. En fait, ça nous est dit dans cet épisode. Cet épisode, il développe énormément de choses, je trouve, sur la relation entre Steed et Emma, et qui après va prendre un autre... Une autre voix. Une autre voix, voilà, une autre voix. L'épisode suivant, c'est les cybernautes. Là encore, tu vois Emma s'introduire dans la cuisine, faire le café... comme chez elle. Faut pas oublier que Catherine Gale refusait de faire une omelette le matin pour le petit déjeuner. Et Emma va se mettre naturellement aux tâches pas ménagères, mais enfin en tout cas faire le dîner dans Fête de beaux rêves, à lui préparer un déjeuner de rêve. Elle met même son tablier de bonne cuisinière. Et elle lui ouvre ses cartes de vœux. Oui, elle ose ouvrir ses cartes de vœux. Elle fait quand même remarquer à la fin de l'ouverture des cartes de vœux qu'elle déclare forfait, sinon elle risque de perdre l'appétit. Il n'y a évidemment que des jeunes femmes qui écrivent à Steed et on peut en parler quand même. Il y a un gros clin d'œil à... Alors, un clin d'œil qui n'est pas dans le script original, hein. Le script original, il y a bien l'ouverture des cartes, mais les noms sont changés. Je pense que ce genre de gag arrive en dernière minute un peu. Je pense que ça sent la réécriture de Brian Clemens, ça, hein. Oui, parce que Steed reçoit une carte de Catherine Gale en anglais, bien sûr, et se demande ce qu'elle fait à Fort Knox, alors qu'on sait tous que Honor Blackman était parti tourner Godfigger à Fort Knox. En français, c'était d'abord, je pense que les gens qui ont fait la traduction n'avaient pas la référence, c'était pas possible. Ça aurait été très difficile à traduire, à donner du sens. En français, c'est donc Madame Gardner, que fait-elle dans les Rocheuses? Oui, ce qui est plutôt bien trouvé, si on réfléchit bien. Et peut-être qu'on peut dire un petit mot de la VF, parce que la VF fait quelques choix un petit peu surprenants aussi sur cet épisode, à commencer peut-être par le titre. Alors, il y a le titre, et j'en ai noté d'autres en le revoyant, que la VF a fait de temps en temps, c'est de laisser Mrs. Peel appeler John Steed John. Elle l'appelle John plusieurs fois. Ça va, John, maintenant? Oui, je crois. Que s'est-il passé? Je vous lirai plus tard. En fait, je pense qu'au début de la traduction française, les 5-6 premiers, même longtemps, ils n'ont pas tout à fait réalisé ce côté Steed, Mrs. Peel, en fait. Et donc, de temps en temps, et là, dans cet épisode, plusieurs fois, elle l'appelle John, ce qui n'est pas du tout le cas dans la VO, elle l'appelle toujours Steed. Après, ça va complètement disparaître. La seule exception est dans Le Tigre caché, où là encore, on entend Steed appeler Emma Emma à un moment où il panique un peu. Mrs. Peel! Mrs. Peel, are you all right? Madame Peel. Emma, répondez, vous êtes blessée? Effectivement, ça aurait pu continuer comme ça, parce que pour des facilités de doublage, mouvement de lèvres, etc., lui faire dire John à d'autres moments ou Emma, ils auraient pu continuer comme ça. Il y aurait eu une vraie trahison de la version originale, pour le coup, hein. Oui, la version française fait souvent des choix assez instinctifs. C'est également ce qu'ils ont fait sur le titre Too Many Christmas Tree est devenu Fête de beaux rêves parce que bon, pourquoi pas, Steed fait des rêves et des mauvais rêves, donc C'est comme ça qu'ils travaillaient visuellement au bout de quelques scènes. Tu te dis, oui, bon, ben voilà, ça se passe dans les rêves de Steed. Il dit qu'il fait des cauchemars, c'est bon, t'as trouvé le titre. Après, ils auraient pu le traduire plus littéralement, j'imagine. avec une référence pour Noël, mais c'est pas évident, hein, ça veut pas dire grand-chose. Il y a trop d'arbres de Noël en français. Le Père Noël est une ordure aurait été plus approprié, en fait, hein. Oui, ils n'ont pas dû trouver de truc, mais bon, cela dit, moi, je le trouve bien, ce titre, hein. Il pourrait servir à d'autres épisodes en même temps. Et puis toi, tu avais une petite anecdote sur la première diffusion, il y avait un petit timing qui était légèrement différent. Ça fait très longtemps que j'avais pas revu cet épisode en français. C'est dans le deuxième tiers.
La scène où Diana Rigg découvre le cadavre de Jeremy Wade et porte la main à sa bouche horrifiée. En fait, c'était le commercial break. Et dans la première version diffusée en 1973, eh ben, il restait un tout petit bout du commercial break parce que moi, j'avais enregistré sur une cassette audio, bien sûr, il n'y avait pas encore la vidéo. J'enregistrais les épisodes sur des cassettes audio et je me souviens très bien qu'à chaque fois qu'on était juste à ce passage-là, il y avait le début du générique, une petite portion très courte de le cutting du commercial break avait été mal fait. En fait. C'est vraiment une anecdote, mais que d'autres que moi ont dû vivre et peut-être même avoir en mémoire, je pense. Bon, je crois que le temps est déjà bien écoulé, la dinde va refroidir, donc je crois qu'il va falloir qu'on passe au quiz, Eric. Oui, 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 avant que la dinde soit complètement froide, tu as raison. C'est le moment rêvé pour nous montrer vos talents de société. Oh, mais vous plaisantez, je voyais. Oh, ne soyez pas ridicule. Il le faut absolument, Janine. C'est très aimable à Mademoiselle Crème d'avoir bien voulu venir nous amuser en cette nuit de Noël, et je lui en suis très reconnaissant. Donc je me demande, je l'avoue, ce qui va maintenant nous tomber dessus. Tout est à craindre. Alors, avant de nous attaquer à la question quiz du jour, nous devons féliciter notre vainqueur, puisque ça y est, Eric, nous avons un vainqueur. La question était, quel grand méchant des saisons Emma Peel couleur est un homme de main tué par Sean Connery? Eric, est-ce que tu sais qui est notre vainqueur? Oui, je sais qui est notre vainqueur, parce qu'il a répondu rapidement. C'est notre ami Laurent Chanu, qui a répondu sur la page Facebook. Mais je crois qu'on a une autre personne qui a répondu après lui. Oui, après lui sur YouTube, Richard Tribouillot, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui a également trouvé la bonne réponse, puisque la bonne réponse, c'est que c'est Philippe Locke, qui se fait harponner dans Opération Tonnerre. Voilà. Et Philippe Locke, c'est le fameux docteur Primol, bien entendu. Qui est dans Bon baiser de Vénus. Voilà, donc bravo à vous. On a eu d'autres propositions. On nous a proposé Jeremy Young. Non, Jeremy Young n'est pas dans 007. On nous a proposé Peter Wingard. Il n'est pas non plus dans 007. Non plus, oui. Mais c'est pas grave. C'est bravo à tous les participants. C'était chouette de vous livrer à ce quiz. Et je ne doute pas que vous allez vous livrer à celui du jour. Alors, cher Eric, nous avons donc vu qu'il y avait des épisodes de Noël. Mais saurais-tu me dire quels épisodes ont été tournés pendant la période des fêtes? Non, mais c'est pas possible. Ah, les épisodes tournés à ce moment-là, dans la période de Sarah King, je peux dire que s'il est tourné pendant la période de Noël, ne m'oubliez pas. En même temps que trop d'indices. Les deux sont tournés côte à côte et donc du coup les deux sont tournés en décembre et janvier. Oui. Pour la saison 6, en fait, on a deux épisodes qui sont tournés pendant la période de Noël. On a aussi Brouillard. Tara King a la joie d'être mobilisée 2 Noëls d'affilée sur la série. Elle a même volé le manteau du Père Noël. Elle a volé le manteau du Père Noël, absolument. Donc tu as la saison 6, bravo. La saison 4, ils devaient en être au 3e. Ils ont dû faire The Grave Digger, celui de Roger Marshall, le téléphone. Ce sont les Aigles. L'épisode qui est tourné pendant Noël, parce qu'en fait, ils sont sur Cœur à Cœur début décembre. Oui, à cause du retard, ils en sont encore aux Aigles, en fait, oui, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'avais fait la même erreur que toi, je pensais qu'on était déjà un petit peu plus loin. Putain, on est nuls comme spécialistes, hein, franchement. Et les New Avengers, il n'y en a pas. Il y en a pas, ils sont pas tournés en période. Ils sont tournés en printemps, été, jusqu'à l'automne, mais on n'arrive pas à Noël, je crois pas. Et puis attends, la saison 5 quand même. Il y a une petite idée, mais on doit arriver à des épisodes type Le Vengeur Volant ou le... Ouais, bravo! Vengeur Volant et The Living Dead sont les deux tournés entre décembre et janvier, donc le mort-vivant. Finalement, je retire ce que j'ai dit, je me trouve très fort en fait. De bien intéressantes réponses. 18 sur 20. 19. Je vous noterai plus haut que ça, Madame Pell, bien plus haut. Bon, et quand même, je vais te dire, pour les saisons vidéo, nous avons, c'est dans le titre, Hot Snow, Neige brûlante, qui est tourné pendant les fêtes et qui est diffusé début janvier, donc le tout premier épisode de la série. Nous avons Intercrime en saison 2 qui est tourné pendant les fêtes. Et nous avons pour la saison 3 The Ringer, c'est lavage de cerveau en français. Donc voilà, pour les épisodes tournés durant la période des fêtes. Donc le bal costumé est tourné un tout petit peu avant pour pouvoir être diffusé durant les fêtes. Donc les épisodes spéciaux Noël ne sont pas tournés pile poil à Noël. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est pour ça que dans Fête de Beaux Rêves, il était prévu à l'origine qu'il y ait de la neige, qu'il y ait un peu des scènes comme ça avec la Bentley qui roule dans la neige, un peu comme
dans la splendeur des Amberson de Orson Welles. Parce qu'il l'écrit, Tony Williamson, sur le Oui. script. Et en fait, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient trop en retard, en fait, par rapport au tournage de Fête de Beau Rêve. Noël était déjà passé, la neige avait fondu, donc c'était un peu trop tard. Il aurait fallu le faire en studio avec de la fausse neige, alors que c'était le seul plan en extérieur de l'épisode, en fait. C'est ton tour pour la question diabolique. Alors, la question diabolique, bon, non, elle n'est pas diabolique, la mienne. Franchement, elle n'est pas compliquée, tu vas trouver tout de suite. Donc, référence à l'épisode dont on vient de longuement parler, Fête de Beau Rêve. Dans quelle boîte se trouve le sucre dans la cuisine de John Steed? Ah, dans le thym. Oh, j'en étais sûr. Voilà une réponse qui vaut 10 points et votre équipe mène à la marque. Elle était trop facile. Bah, je le sais parce que j'ai revu l'épisode hier, donc c'était une bonne question. Ça aurait pu être une bonne question du public aussi, mais ce n'est pas la question du public. La question du public est lors du combat final dans la salle des miroirs. Quel mouvement chorégraphique de Diana Rigg fait référence à sa prestation dans Mort en magasin? Ah ah. Alors, ça, c'est une question, hein. Elle est vache. Et alors, on l'a noté parce que je sais pas si tu te souviens, mais on devait en parler dans le ASD. On n'arrivait pas à le caser. Parce que, ben, comme ta question l'indique, je trouve que c'est un truc qui correspondra plus à un ASD sur les combats dans la série, par exemple, en fait, voilà. Oui, complètement. Avec ASD, on peut facilement partir dans des chemins de traverse dans la forêt, et là, ça fait typiquement partie de ce genre de choses. Oui, effectivement, un petit mouvement chorégraphique qui rappelle Mort en magasin. Voilà. Ben, Bon courage. avec cette question vache, on va vous dire au revoir. Comme d'habitude, vos réactions, des questions, des critiques. Vous pouvez évidemment parler sur la page de ce podcast, sur YouTube, sur Spotify, venir sur la page Facebook pour en parler aussi et nous demander ce que vous avez envie d'entendre. Et il nous reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que vous ayez plein de beaux cadeaux, de beaux chapeaux melons et de belles bottes de cuir sous votre sapin. On se retrouve en janvier et moi je souhaite à tout le monde de ne pas rencontrer ce Père Noël-là, surtout pas. Et si Fenton Grenville sonne à votre porte, laissez-le dehors. Ce n'est pas la peine de le faire rentrer. Oui, oui, oui. Et surtout si vous êtes au mois de février, que vous avez oublié de fêter Noël, hein. Bonjour, c'est Antoine du futur. J'interromps ce programme parce que nous venons d'apprendre ce 5 décembre le décès de Julie Stevens, l'interprète de Venus Smith. Vu qu'on enregistre les épisodes en différé, on ne pourra pas y réagir dans cet épisode, mais on prépare pour janvier un petit hommage pour cette actrice qui aura eu un rôle quand même conséquent dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Au revoir Antoine et à la prochaine. Eh bien, au revoir et puis joyeux Noël à toi. Joyeux Noël, mes chers amis. Tous mes vœux et quelques petites choses pour la rentrée. Je vois que tu as d'autres invités, voilà qui promet d'être le plus beau des Noëls. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, vous avez commencé à fêter Noël un peu en avance. Now the ground is white, grow it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, true 44 speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. It's a splendid year. Talking of years, a happy new one to you. I didn't get a chance before. And to you, my dear, and many of them. Very, very many of them. To the lily white boys, Clothing all in green, ho, ho. One is one and all alone, and evermore shall be.